Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV. Comme vous le savez sans doute, notre chaîne lance cette année un nouveau cycle d'émissions sur le thème les associations au cœur de la société avec le soutien du Crédit Coopératif. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, et Emmanuel Gagnereau, directeur économie sociale et institutionnelle au Crédit Coopératif. Merci de votre présence. Bonjour. Alors, j'avais une première question à vous poser, Jérôme, justement, sur le lancement de ce nouveau cycle, dont le thème est les associations au cœur de la société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix, le choix de cette thématique pour ce nouveau cycle? Oui, tout à fait. Il y avait plusieurs raisons qui nous poussaient à renforcer, à continuer l'opération que nous avions menée l'année dernière. D'abord, les web émissions de l'année dernière ont été un vrai succès. Je crois. On a des très très bons retours. Ça répondait à une attente et c'est la première raison qui nous a incité à continuer. La deuxième raison, c'est qu'on est quand même à l'orée d'élections et donc de débats, on le souhaite, sur le modèle social. Et les associations ont toujours été au cœur de la réflexion sur le modèle social. Je ne reviens pas sur la création de la CMU, du RMI qui doivent beaucoup aux associations. Et c'est vrai qu'on est à un moment où le modèle social est questionné et le débat présidentiel et législatif, même si on connaît les conditions, font qu'on a un besoin d'avoir ce débat et que les associations doivent porter le rôle sociopolitique traditionnel des associations. Après, une troisième raison qui nous a aussi incité à continuer, c'est que lorsqu'on regarde sur les 5, 10, 15 dernières années le rôle des associations, dans toutes les thématiques sanitaires, médico-sociales et sociales, que ce soit la lutte contre l'exclusion, la loi grand âge ou l'absence de loi grand âge, la lutte contre les taudis, les associations ont toujours eu un rôle à jouer et ont toujours une voix à porter. Et puis, un dernier exemple précis, c'est que lorsqu'on voit dans l'actualité la prise en charge des réfugiés ukrainiens, les associations portent un message, portent une action et portent aussi une certaine idée du modèle social et du modèle de valeurs françaises. Et donc, on était tout à fait légitime pour être de nouveau au rendez-vous cette année. D'accord, très bien. Alors justement, cette émission n'aurait pas pu se faire l'année dernière et ne peut pas se faire cette année sans le soutien du Crédit Coopératif. Donc une question que je voudrais vous poser, Emmanuel Gagnereau, c'est pourquoi avoir souhaité cette année, au-delà du succès des émissions de l'année dernière, avoir souhaité cette année renouveler votre soutien à l'UNIOPS pour cette chaîne de Solidarité TV? Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir ici, vous et tous les intervenants qui sont autour de la Web TV. Et alors pourquoi on a choisi de soutenir une nouvelle fois Solidarité TV? Ça touche déjà à ce qui nous unit avec l'UNIOPS. Il y a un trait d'union très fort qui est commun à nous, c'est une autre économie. Nous, on soutient, on finance une autre économie. Ce qu'a dit Jérôme, ce que porte l'UNIOPS, donc on le rejoint et on le soutient, indépendamment de nos clients. On s'inscrit fortement dans ce mouvement. Et une autre économie par et avec le fait associatif. Donc évidemment, tous les espaces et les médias qui permettent de faire exister cette autre économie, on est forcément preneur et intéressé. Et c'est une conviction qu'on partage. Une conviction qu'on partage aussi d'une autre économie au service d'un projet de société. Et non l'inverse. Ce n'est pas un projet de société au service d'un projet économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage très fort avec l'UNIOPS, avec ses adhérents, les fédérations qui sont au sein de l'UNIOPS. Donc ce modèle, déjà, il nous unit et c'est une des principales raisons pour laquelle on soutient l'UNIOPS et ce projet de Web TV. Et puis une autre raison qui est plus liée à ce format justement que vous faites vivre, assez innovant, qui nous intéresse beaucoup parce qu'il participe à une information démocratique. Et on se rend compte que ce type de débat, de réflexion, finalement, c'est pas forcément dans les médias dominants qu'on va avoir le temps de les trouver. Pas toujours, absolument. Le temps de l'urgence fait que du média, on n'a pas toujours le temps de faire vivre une réflexion sur des innovations sociales, sur le fait solidaire. Donc voilà, ça, on est évidemment très intéressé, c'est très précieux et ça fait vivre une information différente. Et puis une dernière raison qui est que l'UNIOPS aussi représente le fait associatif organisé. Et ça, en France, c'est la moitié à peu près du secteur associatif, grosso modo, qui est rassemblé en
en fédération, etc. Et donc nous, on croit très fort dans ce modèle. Notre modèle coopératif fait qu'on travaille avec les fédérations nationales, dont l'UNIOPS et d'autres. Et donc un média porté par une tête de réseau nationale, pour nous, ça a beaucoup de sens dans le fait associatif en général. Très bien. Messieurs, je vous remercie pour ces précisions. Je vous propose maintenant de passer tout de suite à notre première séquence. Alors, lors de chaque élection présidentielle, l'UNIOPS fait entendre la voix des acteurs de la solidarité. En 2022, c'est un modèle social et solidaire renouvelé qui a vu le jour. Que nous disent les auteurs de ce document? Quels sont leurs constats, leurs propositions? Avant de recevoir nos premiers invités, nous sommes allés sur le terrain pour demander aux associations quelles seraient leurs priorités pour les 5 ans à venir en matière de solidarité. Je vous propose que nous les écoutions et on se retrouve ensuite. Moi, je souhaite vraiment que ce quinquennat-là puisse être le quinquennat où on prend la mesure de la nécessité de développer des politiques de l'âge, du vieillissement, du grand âge, de la dépendance, parce que tout ça, ce sont des sujets qui certes vont de pair, mais amènent ou nécessitent des réponses différentes. Malheureusement, les errements qu'on a pu voir ces dernières semaines et qui ont été largement médiatisés autour de l'affaire Orpea, Corian, etc., montrent que si le secteur privé non lucratif n'est certainement pas exempt de problématiques, il est quand même beaucoup plus vertueux dans son modèle. Et moi, je souhaite vraiment que dans le champ de la solidarité, on puisse largement privilégier les acteurs qui appartiennent à ce champ non lucratif, à ce champ de l'économie sociale. Pour les 5 prochaines années, ma priorité en matière de solidarité, c'est que les associations retrouvent une place beaucoup plus importante dans le rôle, la perception démocratique. On traverse une crise démocratique qui est majeure. On voit que les gens s'abstiennent de plus en plus. Il y a une distance de plus en plus importante entre les individus et les urnes. Et donc les associations, parce que ce sont des espaces de démocratie du quotidien, de démocratie d'exercice, sont une partie de la réponse pour ce réenchantement démocratique absolument nécessaire pour une société plus apaisée. Pour le prochain quinquennat, j'aimerais que le futur ou la future présidente s'engage dans les objectifs qui avaient été fixés en 2015 par l'ensemble des gouvernements internationaux, dans un objectif de développement durable. Et l'un des objectifs était d'ailleurs d'éradiquer la misère. Voilà, donc l'un des objectifs serait celui-ci, d'éradiquer la misère. Et l'une de ses causes et de ses conséquences les plus visibles, c'est celle du sans-abrisme. Il y a déjà un engagement qui avait été pris lors du précédent quinquennat, qui n'a pas été tenu, malheureusement. Et aujourd'hui, nous voudrions que le sans-abrisme disparaisse. Comment? Par la production de logements, par la production d'hébergements, dans des logiques aussi de développement durable, tout en mobilisant aussi nos concitoyens, parce que je pense qu'aujourd'hui, la société civile, dans son ensemble, veut s'engager face aux désordres mondiaux, face aux désordres sociétaux, et bien sûr, entreprendre des grandes réformes pour réduire l'ensemble des inégalités entre les groupes sociaux, mais aussi, et je pense aussi, surtout entre les hommes et les femmes. Pour moi, la priorité pour les 5 prochaines années serait la santé et sa prise en charge. On a vu, suite à la pandémie qu'on vient d'avoir, on fait face à une pénurie de médecins, de spécialistes. On a des problèmes de prise en charge au niveau des hôpitaux. On a des régions en France où il n'y a pas de médecins, où c'est difficile de se faire soigner. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour ça, pour ces 5 prochaines années ? Pour moi, la priorité en matière de solidarité, c'est l'attractivité au recrutement des personnels du secteur social et médico-social qui accompagnent au quotidien les personnes en situation de handicap dans leur prise en charge. Alors ma priorité en termes de solidarité sur les 5 prochaines années, c'est l'inclusivité et le vivre ensemble. De manière générale, l'inclusivité auprès des personnes en situation de handicap pour leur permettre d'avoir un emploi qui correspond à leurs compétences avant tout, puisque la personne en situation de handicap est une personne avant d'être en situation de handicap. Et le vivre ensemble, puisque ça s'inscrit dans une logique générale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez déployer pour permettre à tout citoyen de pouvoir vivre dans de bonnes conditions? En matière de solidarité pour les prochaines années, je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être plus de personnel dans les EHPAD ou les établissements afin d'avoir plus de disponibilité pour nous, dans notre structure, peut-être faire des sorties en extérieur et être plus disponible, tout simplement. On a pu compter les uns sur les autres pendant cette crise et je pense que ça serait dommage de ne pas continuer, de penser à son voisin, penser à son entourage, à ses proches, et puis aux associations de quartier qui essayent de mettre du lien entre les gens, et puis continuer de croire qu'en bas de chez soi, on puisse trouver du réconfort, de l'écoute,
et de la solidarité. Alors nous l'avons vu dans ce premier reportage, les idées des acteurs associatifs en matière de solidarité ne manquent pas, très nombreuses, très variées. Alors que nous sommes à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle maintenant, les propositions de l'UNIOPS ont été rassemblées dans un modèle social et solidaire renouvelé, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Alors quel est le contenu et les enjeux de ce document très riche? Pour répondre à cette question, je suis ravi d'accueillir 2 de ses principaux artisans, Jérôme Voiturier, donc, qui est encore avec nous, directeur général de l'UNIOPS, et Patricia Citruc, administratrice de l'UNIOPS. Je vous remercie pour votre participation. Alors, avant que nous leur donnions la parole, je voudrais vous rappeler que vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants en cliquant sur la partie droite de votre écran. Première question, Jérôme Voiturier, alors qu'on s'approche lentement mais sûrement du premier tour de l'élection présidentielle, quel bilan on peut tirer du quinquennat qui s'achève ? Alors c'est une très vaste question, pardonnez-moi. Essayer de faire très court. Merci. Oui. Je crois que clairement on peut dire que les questions sociales n'ont pas été une priorité pendant ce quinquennat. Avec, tout de suite, il faut relativiser cette affirmation avec 2 périodes. Vraiment une période des 2 premières années du quinquennat, puis ensuite la période Gilets jaunes et crise Covid, qui ont un peu infléchi la politique générale sur ce domaine-là. Je prendrai un exemple pour illustrer, c'est la stratégie de lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, clairement. Le président de la République avait deux idées forces dans cette stratégie, à la fois l'inefficacité estimée par lui des minima sociaux et le fait qu'il y avait un transfert générationnel de situation de pauvreté d'une génération à l'autre. Il en tire 2 conclusions. La première, c'est un refus permanent d'augmenter les minima sociaux, de revaloriser les minima sociaux liés pour les personnes qui seraient en situation de travailler. Et la deuxième idée, que nous avons soutenue, c'est l'idée d'un investissement social, d'investir sur le futur. Oui, ça c'est une idée d'ailleurs que soutient l'UNIOPS depuis de longues années. Tout à fait. La pandémie a un peu, donc ça c'est les 2 idées qu'il a eues au moment de la présentation en septembre 2018, sauf erreur de ma part, de la stratégie. La pandémie a un peu infléchi ces propositions. On a eu successivement quelques revalorisations à la marge ou des aides ponctuelles pour les personnes en situation de pauvreté, je précise en âge de travailler. La situation des personnes, des minima sociaux pour les personnes handicapées ou les personnes vieillissantes est un autre sujet. Mais on n'a eu que des coups de pouce ponctuels et pas de stratégie globale. Pourtant, lorsqu'on a l'estimation de cette aide, on se rend compte que 80% des aides qui ont été faites sont dirigées vers les 30% de populations les plus pauvres, et que ça a permis, d'après les estimations de l'INSEE, d'éviter 0,6 points de pauvreté en plus. Donc il y a une vraie nécessité à revaloriser ces minima sociaux. Et donc, contrairement au discours dominant, ce n'est pas totalement inefficace. Ce n'est pas totalement inefficace, au contraire. En dehors de ces soutiens financiers pendant la crise, le gouvernement a, comme je le disais, relevé les minima sociaux pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes vieillissantes. Au-delà de cette politique conjoncturelle, le président de la République a mis 3 axes forts sur cette stratégie de lutte contre la pauvreté. La petite enfance, l'insertion des jeunes et la simplification des aides sociales. Sur le volet petite enfance, on a des résultats là aussi contrastés, avec 150 000 enfants qui ont bénéficié des petits déjeuners gratuits dans les écoles, avec l'objectif au départ étant de 200 000. Également sur la mise en place des repas à 1 euro pour les cantines scolaires, on a un dispositif qui a encore du mal à s'installer. Quand aussi il y avait une proposition d'augmenter les nombres de places en crèche pour favoriser la mixité sociale, on est à ce jour à 9 000 places créées sur les 30 000 qui étaient escomptées. Pour le volet formation et emploi, là aussi on a un bilan très contrasté puisque l'insertion par l'activité économique, malgré 500 millions supplémentaires, a du mal à atteindre les objectifs de 240 000 emplois qui étaient fixés pour la fin de 2022.
Par ailleurs, cette volonté de créer des structures d'insertion par l'activité économique subit là aussi une politique qui est difficile pour les entreprises de créer ces structures. Enfin, le dernier volet, et je m'en arrêterai là, sur la simplification des aides sociales. Le dossier du RUA a été abandonné en campagne. Le revenu universel d'activité, qui était en gros la fusion des minima sociaux sur lequel on a eu l'occasion de travailler énormément, à la fois d'apporter un soutien et certaines critiques, mais en tout cas ce dossier a été purement et simplement abandonné pendant la crise Covid. Donc on a un bilan qui est vraiment, à travers cet exemple, un bilan qui est de disparition de la question sociale, malgré quelques coups de pouce ponctuels au regard de la crise. Très bien. Patricia Citruc, est-ce que vous partagez un petit peu cette analyse, ce constat qu'on est un peu à mi-chemin, que c'est un bilan un peu, même si des actions ont été engagées, ce bilan un peu mi-figue, mi-raisin? Je crois que je peux totalement l'illustrer avec un exemple, c'est celui de la promesse d'une loi autonomie. Et d'abord, exprimer une grande déception. Une grande déception parce que cette loi a été annoncée comme une mesure phare du quinquennat, qu'elle a été repoussée à plusieurs reprises jusqu'à son retrait de l'ordre du jour de cette législature. Comme lors de beaucoup de quinquennats d'ailleurs, c'est ça? Comme lors de beaucoup de quinquennats, mais nous sommes aujourd'hui et c'est une attente forte du secteur. D'ailleurs, le secteur s'était fortement investi, dont l'UNIOPS, dans la concertation qui a été lancée par le gouvernement. Et alors que depuis de longues années, il y avait une demande, une attente, et l'on sait qu'il faut aujourd'hui des réponses qui soient renouvelées par rapport à la perte d'autonomie. Alors certes, pour nuancer, on peut dire que la création de la 5e branche est une avancée incontestable, mais au-delà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le sentiment d'avoir des mesures parfois significatives, mais qui étaient prises par à-coups et en réponse à l'actualité chaude. Alors que face aux enjeux humains, sanitaires, démographiques et économiques de vieillissement de la population, ce qu'il faut construire, c'est un projet prospectif pour répondre aux besoins de la perte d'autonomie de façon large. Et une vraie politique de long terme. Une politique de long terme, exactement. Tout à fait, très bien. Alors justement, Patricia, je voulais rester avec vous on a évoqué cette question du bilan. Est-ce qu'il y a des points, puisque je sais que c'est évoqué dans ce fameux modèle social et solidaire renouvelé, l'UNIOPS soulève un certain nombre de points de préoccupation. C'est quoi vos sujets de préoccupation, justement, quand on regarde la société française aujourd'hui? Alors, je vais peut-être faire un focus sur quelques-uns de ces points de préoccupation. Oui, parce que j'imagine qu'ils sont très nombreux. Ils sont nombreux dans le social et le champ est vaste. Tout à fait. Tout d'abord, le premier point, je pense que c'est le risque de ne plus être en capacité collectivement de répondre aux besoins sociaux des personnes les plus vulnérables parce que les moyens humains manquent. Et en fait, lorsque l'on parle d'attractivité des métiers, c'est bien de cela dont il s'agit concrètement. Alors, je crois qu'il faut le redire, il est urgent de traiter de façon globale les conditions d'exercice des professionnels du soin et du social. Tout à fait. Et d'ailleurs, je veux rappeler qu'il faudra sûrement aller au-delà des mesures du Ségur, des mesures qui ont été étendues de façon successive. Et je veux tout de même rappeler que les dernières extensions ont été le fruit de la mobilisation du secteur. Tout à fait. Alors, aussi d'autres préoccupations, et particulièrement la persistance des inégalités territoriales et sociales, et pour certaines qui se creusent. Et de ce point de vue-là, le niveau de vie en est l'illustration. Et là, je vais citer des chiffres qui sont des chiffres récents de l'INSEE. Ces 15 dernières années, quand les populations les plus riches se sont enrichies, on a vu dans le même temps les plus modestes qui ont vu leur niveau de vie diminuer. Et ça, aujourd'hui, on peut penser que ça n'est pas acceptable. Oui, tout à fait. Et puis la situation est d'autant plus difficile aujourd'hui que la France traverse une véritable crise du pouvoir d'achat avec des prix qui s'envolent.
Et j'imagine que ce sentiment-là doit être encore plus fort chez ceux qui voilà, avec toujours le risque que les plus précaires ne subissent plus fortement ces aléas et ces crises. Je voulais aussi évoquer peut-être les questions de santé et d'inégalité face à la santé. Et nous l'avons vu, par exemple, pendant la crise sanitaire, c'est dans les territoires les plus défavorisés que la surmortalité a été la plus importante. Et aujourd'hui, que voit-on? C'est dans ces mêmes territoires que la vaccination est le moins déployée. Donc là, on est vraiment face à des inégalités qui se retrouvent bien entendu avec des déserts médicaux dans ces mêmes territoires-là. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier sujet de préoccupation? Un dernier sujet de préoccupation sur les nouvelles formes de la fracture numérique. On connaît le sujet et on le présentait jusqu'à présent un petit peu comme une fracture générationnelle. Aujourd'hui, ce problème touche toutes les générations et pas uniquement les plus âgées, parce que la numérisation des administrations et plus particulièrement des organismes sociaux est en train de fabriquer du non-droit, du non-recours au droit, du renoncement au droit, et ceci pour tous. Et j'en veux pour illustration le dernier rapport de la défenseure des droits qui traite spécifiquement de ce sujet et qui donne un chiffre qui est quand même extrêmement préoccupant. En fait, 80% des réclamations qui arrivent à la défenseure des droits portent sur la difficulté d'accès aux services publics. Très bien, je vous remercie. Jérôme, est-ce que, j'imagine que vous avez vous aussi de nombreux sujets de préoccupation. Est-ce que déjà le diagnostic de Patricia Citruc vous convient et est-ce que vous avez peut-être un autre sujet? Après, on ne va pas pouvoir faire un catalogue puisqu'on manque un petit peu de temps et puis on le révoquera au fil de l'émission. Est-ce que vous avez un autre sujet de préoccupation que vous voulez absolument évoquer? Bien sûr, je partage l'avis de Patricia et ça me semble évident. Je crois qu'il y a un marqueur fort qui a été dans tout le quinquennat, c'est la confusion qui peut exister entre assistance et assistanat. On l'a vraiment ressenti, ne serait-ce qu'encore ce matin avec la déclaration de Christophe Castaner. Oui, ça revient. Ça revient, Christophe Castaner qui a déclaré ce matin comme que un refrain, quoi. Voilà. L'assistanat, c'était la solution des lâches. On a eu un quinquennat vraiment marqué par ce fait que une crainte vraiment d'aider et d'aller vers une situation d'assistanat. Ça rejoint la notion de pognon de dingue. Hein, c'est exactement, vous me retirez les mots de la bouche, puisque on a eu plusieurs séquences pendant le quinquennat, à la fois traverser la rue pour trouver un job, le pognon de dingue. On sent vraiment, il y a un problème, je crois, conceptuel, vraiment chez le gouvernement, peut-être principalement chez le président de la République, sur cette idée que aider les gens, aider les personnes dans les situations les plus précaires, c'est pas obligatoirement d'assistanat. Et c'est vrai que ça a influé totalement dans l'ensemble des politiques publiques depuis 5 ans. Très bien. Alors, on a évoqué les sujets de préoccupation. On a évoqué certains sujets thématiques avec Patricia, mais justement, selon vous, aujourd'hui, quand on se place à 5 ans plus tard ou 5 ans après, c'est pour vous, c'est quoi les domaines les plus critiques? Je crois qu'il y a un domaine s'il faut en sortir un, le domaine de la jeunesse est certainement le domaine le plus critique, pour plusieurs raisons. C'était un domaine une population totalement invisibilisée au départ. Je rappelle juste qu'au départ, dans le premier gouvernement, il n'y a pas de portefeuille qui prend en charge la question de la jeunesse. Et on se rend bien compte, dans certains écrits, je pense aux écrits je crois que c'est Frédéric Dabi, qui s'appelle La fracture, d'avoir une jeunesse qui est de plus en plus en sécession, qui vraiment est désenchantée et très inquiète sur son avenir, et de ne pas avoir eu de politique publique en fonction de ça. Alors là aussi, il faut attendre le Covid pour que la jeunesse réapparaisse dans les radars, avec l'image des files d'attente dans les banques alimentaires des jeunes étudiants. Mais c'est vrai qu'on a eu besoin d'avoir malheureusement cette crise pour que la jeunesse réapparaisse dans les radars et dans l'agenda public. Le gouvernement, en réaction, a proposé un plan, a sorti son chéquier, comme on dit, avec un plan de 9 milliards appelé « Un jeune, une solution », mais qui sont des aides ponctuelles, financières, pour les jeunes précaires, mais
Lorsqu'on voit, par exemple, le rapport de la Cour des comptes sur cette sortie le 16 février dernier sur ce dispositif, on se rend bien compte qu'il y a une inadéquation par rapport aux besoins. Et la politique, je reviens un peu à mon point précédent, la politique qui a été menée au bout de 5 ans, c'est la crainte d'avoir un assistanat, des jeunes. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle le président de la République a toujours refusé, et visiblement le candidat également, a toujours refusé d'avoir une revalorisation, enfin en tout cas une extension du RSA pour les 18-25 ans. Il a préféré un dispositif du contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans, pour les jeunes sans formation et sans emploi. Deux autres marqueurs peuvent aussi de politiques fortes peuvent montrer aussi cette politique sur la jeunesse. C'est la volonté de créer un service national universel qui peu ou prou ressemble au service militaire d'antan, qui n'est pas une réaction, qui n'est pas une politique vers la jeunesse. On se rend bien compte que des réactions des associations de jeunes qui sont plus ou moins réticents à cette idée et promeut comme nous faisons le service civique. C'est plutôt une réponse, je pense, pour l'ensemble de la société de montrer que les jeunes s'impliquent, s'engagent. Alors, il faut aussi être objectif et de voir qu'il y a certaines mesures qui ont été très favorables quand même à la jeunesse. Je pense par exemple à la gratuité, l'extension de la gratuité de la contraception pour les moins de 15 ans, également la possibilité aux étudiants d'avoir des consultations de psychologues, et puis par ailleurs le pass culture, alors avec toutes ses limites, mais le pass culture est aussi un signe fort. Pour résumer, on a des mesures sporadiques, mais on n'a pas de projet, pour reprendre un mot que le candidat Macron avait fortement insisté en 2017, on n'a pas de projet pour la jeunesse pendant ce quinquennat. Très bien. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Patricia sur le défaut de vision globale sur le grand âge. On retrouve les mêmes constats. Alors Patricia, peut-être un dernier sujet de préoccupation, ou plutôt un domaine sur lequel, selon vous, la situation est la plus critique. En fait, au risque de paraître insistante, moi je pense je pense qu'il faut revenir sur le problème de l'attractivité des métiers du soin et du social. Ces métiers s'appuient sur des compétences techniques, aujourd'hui de plus en plus techniques, mais il faut redire que ce sont des métiers de la relation humaine. Et dans nos domaines, en fait, la première des ressources et la plus précieuse, ce sont les ressources humaines. Et aujourd'hui, si l'on veut préserver la qualité de l'accompagnement et du soin, si l'on veut continuer à innover, si l'on veut pouvoir être en capacité de faire face aux besoins non couverts et aussi sur tous ceux qui sont à venir, puisqu'on a évoqué les questions de la dépendance, je crois qu'il est temps vraiment qu'il y ait des actes forts de reconnaissance envers ceux qui les mettent en œuvre quotidiennement. Mais là, de nouveau, on retombe sur vos constats, sur la notion d'investissement social. Là, c'est vraiment un investissement à mener de toute urgence, entre guillemets. Absolument. Très bien. Alors, avant que nous poursuivions nos échanges, je voudrais que nous écoutions une intervention de Jean-Louis Laville, professeur du CNAM et titulaire de la chaire Économie solidaire. Celui-ci est notamment l'auteur, avec Anne Salmon, de l'ouvrage Pour un travail social indiscipliné aux éditions RS. On l'écoute et on se retrouve ensuite. Il y a une menace parce que le secteur associatif a finalement trop importé les méthodes du secteur lucratif. Il s'est calé sur ce modèle-là qui lui est extérieur. Et donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de retrouver la capacité à faire vivre ce que l'on avait l'habitude d'appeler à l'UNIOPS les spécificités méritoires des associations. Alors il faut bien voir qu'il n'y a pas simplement une menace, il y a également une opportunité aujourd'hui. Parce que ce modèle du secteur privé à but lucratif censé représenter la rationalité maximale est aujourd'hui en crise. Ce que l'on voit à travers ce qui est en train de se révéler sur les EHPAD, c'est que ce modèle a produit de graves problèmes en matière de dignité et de droits humains. Et donc je crois que les associations
ont à mettre en avant justement comment est-ce qu'elles peuvent faire autrement, hein, ce qui amène à réfléchir sur comment est-ce que l'on peut, dans le concret, alimenter ce que l'on pourrait désigner comme un expérimentalisme démocratique, hein, c'est-à-dire comment permettre aux gens, finalement, à travers les contraintes, de retrouver quand même des capacités d'initiative, et comment est-ce qu'il est possible, peut-être, d'inventer une nouvelle figure du responsable associatif, hein, qui soit justement un catalyseur des innovations, des initiatives, et non pas un manager au sens du secteur à but lucratif. Alors, Patricia, est-ce que vous retrouvez dans les propos de Jean-Louis Laville, donc, qui évoque justement cette menace sur le secteur non lucratif, avec une avancée, un grignotage du lucratif sur le non lucratif? Est-ce que vous partagez les inquiétudes de Jean-Louis Laville? Alors, je partage ces constats, ces inquiétudes, mais surtout aussi ces pistes très stimulantes qu'il vient d'évoquer. Et d'ailleurs, les travaux que nous avons conduits il y a maintenant plus de 3 ans au sein du Conseil Recherche et Prospective de l'UNIOPS allaient tout à fait en ce sens, puisque nous avions produit des documents sur l'entreprise sociale et également sur le nouveau management public. Alors depuis, il y a eu la crise sanitaire et aussi l'affaire Orpea, et finalement, ces événements ne font que conforter notre vision, à savoir que les associations, en fait, sont un pilier essentiel qui permettent à notre société de tenir quand elle est fragilisée, voire même quand elle est ébranlée. De la même façon, la non-lucrativité, en fait, est une force, et les événements l'ont démontré, quand il s'agit d'être auprès des personnes les plus fragiles. Alors, aujourd'hui, on peut dire que le secteur associatif a fait ses preuves, et qu'il les fait toujours, ses preuves, et les preuves de son utilité sociale et de son utilité économique également, et qu'il peut valoriser ses réussites, de même qu'il peut aussi se regarder et reconnaître ses imperfections pour les dépasser. Et puis, j'ai envie de reprendre l'expression de Jean-Louis Laville sur les spécificités méritoires du secteur associatif. Que nous connaissons bien à l'UNIOPS, oui, voilà, tout à fait. Puisqu'il s'inscrit dans l'histoire de l'UNIOPS. Et je veux peut-être revenir sur celle-ci face au climat préoccupant d'aujourd'hui. Je veux citer par exemple l'éthique et la dignité de la personne face au cynisme. Et on a vu combien l'actualité mettait en exergue de ces questions-là. Je veux aussi évoquer l'intérêt général face à l'individualisme, l'engagement face à la crise de confiance, et enfin la solidarité face aux inégalités, dont celle que j'ai trop rapidement évoquée il y a quelques minutes. Très bien, ne vous inquiétez pas, on va en reparler. Jérôme, est-ce que vous souhaitiez réagir justement à cette intervention de Jean-Louis Laville? Je me retrouve bien entendu dans les propos de Jean-Louis Laville, dans ceux de Patricia. Jean-Louis Laville, il y a un vieux, j'espère qu'il m'excusera pour l'expression, il y a un vieux compagnonnage avec l'UNIOPS. Donc on est vraiment en symbiose intellectuelle avec Jean-Louis Laville. Il y aurait beaucoup de remarques à faire, mais il y en a une qui me préoccupe le plus, et c'est le propos qu'il tient au départ sur des associations qui sont peut-être trop allées vers le secteur, vers les règles du secteur lucratif. Oui, la fameuse dérive gestionnaire. La dérive gestionnaire. Ma question est, est-ce qu'on a été des victimes consentantes, ou est-ce qu'on a été obligé de le faire? Ça reste un grand mystère, enfin en tout cas un grand questionnement pour moi. Ça, on peut faire une émission sur ça. On programmera. Ouais. Néanmoins, moi, je crois ça m'appelle à une conséquence que je vois, moi en tout cas à mon niveau, c'est qu'on doit être en capacité de montrer ce qu'on fait. Peut-être la grande faiblesse du secteur associatif, c'est cette invisibilité ou cette incapacité, ou peut-être ce n'est pas dans son ADN, à montrer les expériences et montrer les innovations. Je vais encore faire un petit peu de publicité pour l'UNIOPS. On a sorti il y a quelque temps un cahier qui recensait les innovations du secteur associatif. Il y a un bouillonnement d'innovations dans le secteur associatif qui malheureusement sont bien souvent sous les radars, et qui nous permettrait aussi de montrer que c'est un modèle avec toutes ces règles précises, un modèle qui fonctionne et qui prend en charge une grande partie des populations les plus précaires dans notre pays.
Très bien. Jérôme, Patricia, je vous remercie beaucoup. Nous l'avons vu, les sujets de préoccupation des acteurs de la solidarité sont nombreux à l'approche de l'élection présidentielle. Mais qu'en est-il des personnes accompagnées? C'est ce que nous allons découvrir lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, donc, je vous propose de les écouter avant d'analyser leurs constats et leurs propositions. À tout de suite. Pour avoir accès à nos droits, il y a beaucoup se fait par informatique et nous avons beaucoup de difficultés à faire des démarches personnelles sans avoir de référent. Et il y a des gens qui, à cause de ça, ne perçoivent plus le RSA parce qu'ils n'ont pas accès à l'informatique. Monsieur Macron avait dit plus de sans-abri. Maintenant, tout le monde constate que Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Et à chaque fois, je trouve qu'à chaque présidentielle, il n'y a pas beaucoup de suivi sur les sans-abri. Les personnes âgées ont été montrées du doigt. Elles le sont toujours d'ailleurs. Parce que si vous passez dans certains endroits, et puis qu'il y a des personnes âgées et d'autres personnes, mais les personnes âgées, il faut qu'elles s'éloignent, vraiment pour ne pas déranger. Il faudrait plus d'accompagnement que maintenant pour les personnes âgées, pour pouvoir les sortir et les accompagner à droite et à gauche. Et qu'on leur donne de façon globale à manger midi et soir, quoi. Surtout s'ils n'ont pas eu de travail pendant longtemps et puis ils n'ont aucune ressource. On peut faire le maximum, mais les jeunes doivent comprendre qu'on fait partie de la société et c'est à eux de changer le regard. C'est surtout pas à nous, et même à nos politiques. Alors mon souhait pour la jeunesse pour les 5 premières années, ça serait plus d'écoute, plus de bienveillance, de confiance envers nous les jeunes. Parce que je trouve que plus on arrive dans le temps et moins on en a en fait. On est un peu seul. Je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'inégalités à l'école où ils font des sélections entre les élèves. Ils mettent de côté les mauvais élèves et ils gardent que les bons. Et du coup on est un peu seul face à ça. Et je trouve ça dommage. Alors mes priorités pour les personnes en situation de handicap, ce que je voudrais que l'État, le gouvernement et le futur président ou la présidente de la République prennent en compte, c'est qu'il faudrait des logements adaptés pour les plus fragiles, mais il y a aussi le fait aussi qu'il y a beaucoup de précarité due à l'inflation et au pouvoir d'achat qui augmente chaque jour. Il faudrait une revalorisation des salaires, aussi pour les établissements spécialisés pour les jeunes enfants tels que les établissements spécialisés IME ou CESAD, il en faudrait créer un peu plus pour que les parents de ces petits bouts de chou n'attendent pas une place. Également, il faudrait aussi des formations adaptées pour les personnes qui sont en difficulté, telles que les personnes qui ne savent pas bien lire ni écrire et qui voudraient bien progresser dans ce domaine pour pouvoir se faire une place dans la société actuelle. Parce que toute personne en situation de handicap mérite d'avoir une place dans le marché du travail. Alors, plusieurs thématiques ont été abordées dans ce dernier reportage qui sont directement en lien avec le modèle social et solidaire renouvelé de l'UNIOPS. Le grand âge, le handicap, la jeunesse ou encore l'accès aux droits. Quel chemin a été accompli depuis 5 ans dans ces différents domaines, mais aussi quelles sont les pistes d'amélioration? Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir 2 spécialistes de la protection sociale. Pierre Madec, tout d'abord. Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Vous êtes économiste au sein de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et Bruno Palier, bonjour, directeur de recherche du CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po. Donc Bruno Palier, vous êtes l'auteur très récemment, ce n'est pas le seul, mais c'est votre dernier ouvrage du livre « Les femmes, les jeunes et les enfants d'abord », publié récemment aux éditions PUF.
Et puis je vais me tourner tout d'abord vers Pierre Madec pour justement, si on essaie d'aborder un peu toutes ces questions thématique par thématique, la situation des personnes en situation de handicap aujourd'hui reste complexe, hein, malgré un certain nombre de progrès. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement faire de cette société inclusive, hein, qui a été, d'ailleurs c'est le gouvernement semblerait en avoir fait sa priorité, enfin en théorie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette société inclusive devienne véritablement réalité? Déjà en parler, c'est-à-dire que c'est clairement les personnes en situation de handicap, c'est un sujet qui est absent de la campagne et absent globalement du débat public. Il y a un point financier. Le gouvernement a fait un effort en revalorisant l'allocation adultes handicapés de l'ordre de 100 € sur l'ensemble du quinquennat. Alors quand on regarde à côté les mesures d'économie budgétaire qui ont été faites sur la même AH, on n'est pas exactement à 100 €, mais bon bref. Mais il y a un sujet sur lequel le gouvernement a été ferme, malgré la demande de nombreux députés, c'est par exemple la conjugalisation de l'AH. Alors sans rentrer dans le détail, aujourd'hui, vous êtes une personne en situation de handicap allocataire de l'allocation adulte handicapé. Le montant de votre allocation va dépendre des revenus de votre conjoint. Il y a un certain nombre d'associations et de parlementaires qui, à juste titre, notamment l'UNIOPS, à raison d'ailleurs, qui demandent à ce qu'on revienne sur cette mesure et qu'on dise bah non, c'est une allocation qui est censée cibler les personnes en situation de handicap, quel que soit le montant des revenus de leur conjoint, pour effacer cette dépendance aux revenus du conjoint. Ça, c'est le premier point financier qui, à mon avis, me semble assez simple à mettre en place. Le deuxième point, c'est un point plus de réflexion sur comment on considère les personnes en situation de handicap aujourd'hui. Il y a un exemple qui est assez criant, qui date maintenant, il s'est passé plein de choses depuis, mais qui, en 2017-2018, au moment de la discussion sur la grande loi logement du quinquennat, qui s'appelle la loi Elan, le gouvernement a été très fier de dire on va baisser les coûts de construction, en revenant sur un certain nombre de normes, et notamment les normes d'accessibilité, parce que vous comprenez bien qu'il n'y a pas 100% des personnes en situation de handicap qui achètent un logement neuf. Et donc on va revenir sur un certain nombre de normes pour faire baisser les coûts de construction. Ça dit quand même beaucoup, non pas, c'est pas une attaque contre le gouvernement en tant que tel, mais ça dit quand même beaucoup de la conception qu'on a de l'inclusion globalement. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut forcément être une personne en situation de handicap pour avoir droit à un logement accessible? Pas forcément. On peut avoir des amis en situation de handicap, des grands-parents en situation de handicap. Et puis on peut devenir on peut devenir aussi une personne en situation de handicap. Il y a une grande loi qui a été prise il y a maintenant plusieurs années en termes d'accessibilité dans les services publics. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de dire il faut revenir sur cette loi parce qu'il y a des villages où il n'y a pas de personnes en situation de handicap. Pourquoi il faudrait que la poste soit accessible? Non. Or, on le fait sur le logement alors qu'on a un parc ancien qui est extrêmement peu accessible. Je trouve que des signaux comme ça dit beaucoup de comment les personnes en situation de handicap sont intégrées dans la société. C'est dommage. On pourrait envoyer des signaux un peu plus positifs à mon avis. Très bien. Bruno Payet, justement sur cette question du handicap, est-ce que déjà vous partagez le constat de Pierre Madec? Et puis, est-ce qu'il y aurait une piste que vous auriez en tête justement pour améliorer la situation de toutes ces personnes en situation de handicap et d'avancer plus à fond sur le chemin de la société inclusive? Moi, je rejoins évidemment les propos de Pierre et notamment d'essayer de favoriser l'autonomie. Je crois qu'on peut mettre ce mot en avant aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour d'autres dont nous allons parler. Et donc l'autonomie, c'est d'abord ne pas être dépendant du revenu de son mari, ne pas être dépendant d'autre chose. L'autonomie, c'est aussi l'accès à l'emploi. Une personne dans la vidéo le mentionnait. Je pense qu'on peut rajouter à ce qui a été dit le fait de mettre le paquet sur permettre d'accéder à l'emploi à toutes les personnes en situation de handicap qui peuvent accéder à l'emploi. Je voudrais juste rappeler qu'au Danemark, avant 40 ans, il y a très très peu de bénéficiaires de pension invalidité ou handicap. Au contraire, on met tous les efforts pour rassurer et assurer l'insertion professionnelle, l'autonomie. Ça rejoint d'ailleurs cette question du changement de culture, du changement de regard dont parlait Pierre Madec, puisque les entreprises là sont aussi visées
Bien sûr. Alors, un autre domaine très important qui a été évoqué d'ailleurs dans le film concerne la jeunesse. Alors, Jérôme en a aussi parlé, Jérôme Voiturier en a aussi parlé, puisque cette jeunesse a beaucoup souffert durant la crise. Et on a beaucoup insisté sur la souffrance psychologique, mais ce qui a, je pense, le plus marqué les esprits, c'est cette fameuse précarité de la jeunesse. Quelles seraient les mesures à envisager pour essayer d'atténuer un peu cette précarité incarnée par ces fameuses listes, files d'attente devant les banques alimentaires des étudiants? Alors, je crois qu'il faut quand même dire d'abord, comme l'a montré très récemment dans un ouvrage Camille Pony, c'est qu'il faut plutôt parler de les jeunesses que de la jeunesse. Mais chacune de ces jeunesses est touchée par une forme ou l'autre de difficultés, voire de précarité. Alors, celles qui ont été les plus visibles, et on ne s'attendait pas qu'elles soient en situation aussi précaire, ce sont les étudiants. Mais on peut rappeler qu'en France, les étudiants ne bénéficient pas d'aide, sauf si leurs parents eux-mêmes ont des difficultés ou sont sous un certain revenu. On pourrait remettre en avant ce terme d'autonomie. Il y a beaucoup de pays où on considère que faire ses études, c'est nécessaire pour sa réussite personnelle, mais c'est aussi complètement nécessaire dans une économie où les études et les qualifications sont indispensables pour la productivité générale, et donc considérer que la société doit apporter un soutien financier à tous les étudiants, quel que soit le revenu des parents. C'est ce qui fait dans les pays nordiques, c'est ce qui se fait de plus en plus en Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est l'autonomie pour les étudiants. L'accompagnement, l'orientation, faire aussi en sorte qu'on réussisse plutôt qu'on échoue. Donc améliorer les filières courtes, plus de places, plus de suivi et d'orientation. Ensuite, on a les jeunes qui sont en emploi ou en recherche d'emploi ou en formation, et là aussi, il y a souvent des problèmes de situation de précarité, de contrats courts, et là, on peut introduire plus de continuité. D'accompagnement, alors il y a la garantie jeune, mais la garantie jeune dont on nous annonce qu'elle doit être universelle depuis très longtemps, elle est toujours très limitée par rapport au fait que, alors les évaluations varient, mais il y a certainement plus d'1 million, voire 1,5 million de jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, et qui ne bénéficient pas ni d'une aide de l'État, ni de la garantie jeune. Et on revient sur ce que disait M. Voiturier, c'est qu'au nom de la crainte de l'assistance, on refuse toujours de permettre aux jeunes citoyens de 18 ans, qui ont le droit de vote, qui ont la responsabilité pénale, de recevoir une prestation sociale. Ce sont des mineurs sociaux, alors que ce sont des majeurs politiques, des majeurs pénaux. C'est vraiment quelque chose d'absolument incompréhensible que l'on persiste à ne pas vouloir aider les plus jeunes, qui sont pourtant l'avenir de la France et qui sont l'avenir de nos sociétés. Très bien. Pierre Madec, justement, peut-être sur ce dernier point, de cette ouverture à une ressource pour ces jeunes entre 18 et 25 ans. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de RSA jeune, mais en tout cas, ça a été défendu par certains comme ça. Est-ce que cette mesure, elle est absolument primordiale? Non, mais Bruno a tout dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère les moins de 25 ans comme des sous-citoyens. On leur dit, vous n'êtes pas vraiment citoyen, vous n'avez pas accès à un certain nombre d'aides. Vous pouvez nous élire, mais par contre... Le filet, oui, c'est ça, vous pouvez voter pour nous, mais par contre, si vous voulez avoir accès à un certain nombre d'aides, il va falloir soit vieillir, soit changer de situation. Et on le voit par exemple avec le contrat d'engagement. Le contrat d'engagement jeune, c'est de dire, on va vous donner, c'est une grande révolution, on va vous donner un montant qui va être inférieur au RSA, et sous condition d'engagement, il va falloir nous montrer que vraiment vous êtes volontaire. Alors l'une des critiques, c'était évidemment de dire on crée une dichotomie entre les jeunes et les moins jeunes. Bon, le candidat président de la République a proposé d'élargir le contrat d'engagement jeune à tout le monde en disant en fait on va conditionner aussi le RSA à un certain nombre d'activités de formation de recherche. Donc de ce point de vue-là, on rétablit une certaine forme d'égalité. Mais il y a un vrai problème sur l'extension du matelas de protection sociale aux jeunes. Et au travers de ça, si on prend juste le cas des étudiants, il faut quand même rappeler que quand on regarde, quand on se félicite, et à raison d'ailleurs, comme le faisait un intervenant tout à l'heure, de la stabilité du taux de pauvreté pendant la crise, on met complètement de côté le sujet des étudiants, parce que les étudiants ne rentrent pas dans les statistiques publiques de la pauvreté. Donc c'est en plus d'être oubliés du système de protection sociale, ils sont même oubliés des statistiques publiques et de la mesure de la pauvreté, ce qui pose quand même question. Alors il y a tout un tas de problématiques de mesure, de ce qu'est vraiment le niveau de vie des étudiants. Il y a un vrai problème statistique derrière, mais il faut quand même rappeler que quand on dit on a stabilisé le taux de pauvreté, on ne parle pas du tout des étudiants qui ne rentrent pas dans le champ. Donc
considérer toute cette population des jeunes et à l'intérieur des jeunes, des étudiants, comme une fois de plus des sous-citoyens qui ne mériteraient ni être publics, ni de figurer dans la statistique publique, ça pose quand même un certain nombre de questions. Très bien. Un autre sujet aussi qui, je sais, vous préoccupe, Pierre Madec, c'est cette question de l'accès au droit. On a un vrai problème en France aujourd'hui de non-recours, avec des taux de non-recours. Quand on en a discuté ensemble, vous m'aviez dit de l'ordre de 30% sur le RSA. Est-ce qu'il y a des pistes, il y a des choses qu'on pourrait envisager pour éviter justement que toutes ces personnes en situation de fragilité puissent obtenir les prestations auxquelles elles ont droit? Alors, il y a la question des prestations qui, au final, est assez simple à résoudre. C'est-à-dire, le président de la République en a parlé la semaine dernière, oui. L'automatisation, on est capable de faire le prélèvement à la source. Donc, normalement, ce qui est proposé sous le terme solidarité, solidarité à la source est, de ce point de vue-là, assez facile à mettre en place et doit évidemment être mis en place. Il n'est pas normal que vous soyez aujourd'hui éligible à un certain nombre d'aides sociales et que, pour des raisons de complexité administrative, des raisons d'éloignement, parce qu'on ne parle pas beaucoup non plus de la fracture numérique, mais on sait bien que les personnes en situation de précarité, elles sont le plus souvent en situation de fracture numérique. Et donc, quand vous dématérialisez absolument tout l'accès aux aides, c'est un vrai problème sans aucun interlocuteur. Voilà, c'est un vrai problème pour des millions de personnes. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, les associations jouent un rôle majeur. Mais, donc, on est capable de faire ça. Après, il y a tout un tas d'autres droits auxquels on a l'impression qu'on a accès assez facilement, mais il faut être bien clair que la fracture territoriale, par exemple à l'œuvre dans notre pays, fait que l'accès à la santé, l'accès à la justice, l'accès à l'emploi est largement entravé. Et de ce point de vue-là, l'accès au logement, évidemment, quand vous regardez qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui attendent un logement social aujourd'hui, alors certains disent « Ah bah oui, mais c'est parce qu'il y a trop de gens éligibles, donc on va baisser l'éligibilité », mais le fait est qu'il y a tout un tas de gens qui sont en situation de précarité, qui attendent un logement social, il y a tout un tas de gens qui sont en situation de précarité et qui ne font même pas une demande de logement social parce qu'ils savent même pas qu'ils sont éligibles au logement social et que s'il n'y a pas des associations derrière pour les accompagner, ces gens-là sont en situation de non-recours total à un droit qui est le droit au logement. Et donc il y a un rôle central des associations, il y a aussi un rôle central de l'État pour essayer de remettre du service public là où on en a enlevé, pour faciliter l'accès au service public d'un certain nombre de ménages. Et puis il y a cette question évidemment de l'automatisation des aides qui normalement devrait faire consensus. Très bien. Bruno Palier, justement, sur cette question de l'accès au droit, du non-recours, Pierre Madec évoquait la nécessité justement d'accompagner toutes les personnes justement qui se trouvent démunies face à cette dématérialisation des prestations. Est-ce que ça rejoint pour vous les observations de Patricia Citron qui disait qu'il va falloir investir justement sur ces métiers de l'accompagnement? Alors, je ne vais pas vous amener sur l'attractivité des métiers tout de suite, mais déjà sur cette question, est-ce qu'on peut prendre la question de l'accès au droit aussi par ce biais de l'accompagnement? Bien sûr, une des raisons, c'est l'éloignement, Pierre le disait, et l'éloignement, c'est aussi, il est construit par une administration qui attend qu'on vienne la voir. Ouais. Vous avez le droit, c'est gratuit, je vous donne un coupon, donc débrouillez-vous avec, venez me voir. Et ce que l'on sait, c'est que l'éloignement, il est aussi la difficulté à savoir, et donc c'est toute cette thématique de l'aller vers, d'essayer d'aller à la rencontre, de se déplacer, que l'administration se déplace, et que les associations les accompagnent. Je voudrais faire une remarque sur l'accès au droit. On parle de droit. Ce que l'on entend dans le discours gouvernemental actuel, c'est qu'on parle de moins en moins de droits sociaux et de plus en plus de mériter les choses. Puisqu'il faut d'abord mériter. Le conditionnement. Voilà. Et donc on a de moins en moins de droits liés à la citoyenneté qui se sont construites au XIXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Et de plus en plus aujourd'hui, il faudrait croire que la protection sociale, ça se mérite. Qu'il y a des comportements, il faut travailler, il faut bien se comporter. Donc on perd la notion de droit. Et je voudrais rajouter, puisqu'on a bien entendu pourquoi il y a du non-recours, c'est l'éloignement, c'est la complexité. Mais il y a une troisième chose, c'est la peur d'être stigmatisé. C'est de ne pas vouloir se présenter comme pauvre dans le besoin. Et avec les discours ambiants, on comprend encore plus qu'un certain nombre de personnes qui sont en difficulté réelle hésitent et réfléchissent à deux fois avant d'aller demander leurs droits, qui sont pourtant des droits, simplement par peur d'être stigmatisés par un discours ambiant qui n'est plus minoritaire, qui devient majoritaire quand le gouvernement en place ne cesse d'alimenter ce type de stigmatisation. Très bien. Alors, avant de poursuivre nos échanges, je voudrais que nous écoutions une intervention de Florence Brault, qui est aide-soignante en EHPAD et qui évoque un autre sujet très important, qui est la question de l'attractivité des métiers. On l'écoute et on en parle. Les défis pour les 5 prochaines années en matière d'attractivité des métiers,
de mon point de vue d'aide-soignante en EHPAD, c'est, comme on dit, l'attractivité des métiers. Comment attirer les gens vers ces métiers du prendre soin et comment faire pour qu'ils y restent. Donc, comment améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de rémunération et surtout la valorisation des carrières. Quand on est aide-soignante, on n'a pas forcément envie de rester aide-soignante toute sa vie. Le Ségur a amélioré notre rémunération, de même qu'il y avait eu la prime grand âge aussi auparavant. Donc en effet, il est plus confortable d'être aide-soignante aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Par contre, il y a une espèce de perte de sens, c'est-à-dire que on ne sait plus vraiment à quoi on sert. On est dans des soins répétitifs toute la journée, toute l'année. On ne soigne pas les gens, on en prend soin, on ne guérit pas les gens de la vieillesse. On ne guérit pas les gens de la démence non plus. Donc c'est une sorte de travail en continu, c'est un peu comme le jour de la marmotte. C'est une journée qui recommence à l'infini. Et au bout d'un moment, quel sens on donne à tout ça? Et est-ce qu'on peut encore y trouver du plaisir? Pour redonner du sens à notre travail, il faut qu'on sorte de cette espèce de vase clos où on se dit il faut plus de soignants pour mieux prendre soin. En fait, si je suis chez moi et qu'il n'y a que des médecins, des infirmiers, des kinés, des aides-soignants qui viennent me voir, ils vont prendre soin de moi, je vais être peut-être super en forme physiquement, mais je pense que je vais un tantinet m'ennuyer. J'ai aussi besoin de sortir, de faire des courses, de loisirs, d'activités, de vie sociale, de téléphoner à mes amis. Et ça, c'est pas du métier aide-soignant. Il faut pouvoir entourer la personne accompagnée de toutes les facettes de la vie sociale qu'elle avait chez elle. Et à ce moment-là, notre rôle d'aide-soignant prend un vrai rôle de soin et on retrouve la saveur du métier et la personne accompagnée retrouve la saveur de la vie. Alors Bruno Palier, on a vu cette vidéo qui évoquait directement cette question de l'attractivité des métiers. Ça reste cette attractivité des métiers de la solidarité, on l'a vu, il y a eu le Ségur, il y a eu la mobilisation de nombreuses associations sur cette question-là, notamment de l'UNIOPS. Mais pourquoi c'est si important d'investir justement dans ce domaine dans les années à venir? On parlait de politique à long terme, hein, on a parlé de la jeunesse, du grand âge. Est-ce que ça aussi c'est un bloc sur lequel il va falloir investir vraiment massivement pour le long terme? Bien sûr, puisque ce sont, moi je les qualifie de métiers d'investissement social, hein, s'occuper des autres, des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. Ce sont des métiers qui contribuent au bien-être des personnes, mais qui contribuent au bien-être collectif. Je crois qu'on l'a bien vu pendant la période du Covid, hein, c'était les métiers essentiels. Essentiels, ça voulait dire qu'on ne peut pas s'en passer, sinon on meurt. Je crois qu'il faut le dire comme ça. Et donc c'est des gens qui font ces métiers, qui sont obligés de sortir de chez eux pour aller vers les autres, s'occuper des autres. Et pour autant, c'est des métiers dont on ne veut pas reconnaître la contribution au bien-être collectif, la productivité. Je crois que le mal vient de là. Il vient d'un certain nombre d'économistes qui veulent être convaincus du fait que ces métiers doivent prouver leur productivité pour mériter une bonne rémunération. Or, on ne sait pas mesurer la productivité de ce type de métier, des services d'une façon plus générale. On ne le sait pas parce qu'on continue de penser comme si on était dans une économie industrielle quantitative. Combien tu fais de choses à l'heure? Ce dont il est question ici, c'est de s'occuper bien des autres. Donc c'est la qualité qui est essentielle. Et pour l'instant, on ne sait pas bien mesurer la qualité. Du coup, on dit c'est pas productif. On n'est pas capable de s'en occuper plus de personnes à l'heure et des choses comme ça. Sauf les catastrophes qu'on a vues dans les EHPAD, bien évidemment, où on a essayé de mettre une pression quantitative sur les aidants, les soignants, et on a les catastrophes que l'on sait. Pour autant, ces métiers sont au service du bien-être des individus et de notre société, ils sont essentiels, et donc il faut une révolution mentale, y compris chez les économistes, mais Pierre est prêt à la faire, j'en suis sûr. Encore un changement de culture. Complètement, pour savoir, je dirais, valoriser la productivité, qualité de ces métiers-là, et leur contribution au bien-être collectif. Très bien. Alors Pierre Madec, est-ce que vous avez inventé les outils? Je ne sais pas si je vais révolutionner le système de pensée là maintenant tout de suite, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, mais je pense que c'est important dans ces métiers, alors on les appelle, c'est très à la mode d'appeler ça les métiers du care. Oui, ou les métiers de l'humain. Voilà, pour éviter en effet de dire que c'est des métiers qui sont essentiels, sur lesquels on a largement sous-investi et sur lesquels il y a plutôt un désengagement de la puissance publique aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup délégué au privé ces métiers de
de la solidarité, du soin, avec du coup derrière des logiques qui ne sont pas des logiques qui sont compatibles avec l'objectif premier de ce type de métier qui est, comme Bruno l'a dit, prendre soin des autres. Prendre soin des autres dans un monde où il faut être rentable, productif, où il faut donc compter à la minute près quel temps on va passer chez tel patient, c'est pas compatible. Donc il faut assumer le fait que c'est pas compatible. Et quand c'est pas compatible et qu'on poursuit un objectif qui est un objectif de soins, de bien-être, et qui est l'un des objectifs poursuivis par la puissance publique, il faut, alors on va pas dire nationaliser tous ces métiers-là, mais il faut augmenter massivement les moyens de la puissance publique pour accompagner les gens qui travaillent dans ces métiers, pour les sortir de cette logique productiviste où, comme Bruno l'a dit, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que c'est pas possible. Si chaque minute passée de moins avec un patient, en fait, c'est de la productivité en plus telle qu'on la calcule aujourd'hui, on voit bien qu'on ne s'en sort pas. D'accord. Est-ce que sur ces outils de mesure, je me permets de poser la question parce que ça c'est très intéressant, à votre avis on a de l'espoir justement un jour d'arriver à mesurer tout l'apport de ces métiers économiquement? Est-ce qu'il faut vraiment avoir envie de mesurer l'apport? Est-ce qu'on a besoin de quantifier l'apport de ces métiers? Quand on quantifie... Non, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de faire en effet des analyses coût-bénéfice en disant « Ah oui, mais regardez, là en passant 5 minutes de plus avec un tel, du coup, j'ai amélioré son bien-être et donc on va valoriser le bien-être de cette personne et donc on va transformer ça en point de PIB. On peut aussi dire juste « non, ça se quantifie pas, ça se monétise pas. Et donc oui, il faut passer du temps, il faut accompagner les gens, il faut développer ces métiers de la solidarité parce qu'on va avoir je ne sais pas combien de millions de personnes dépendantes de plus à l'horizon 2050, qu'il y a un accompagnement à avoir aussi sur la petite enfance qui est largement insuffisant, c'est-à-dire qu'on dit il y a beaucoup on a développé, on a créé des places en crèche, il faut voir dans quelles conditions, avec quelles conditions d'effectifs, avec quelles conditions de qualité de travail pour les gens qui travaillent dans ces établissements d'accueil de la petite enfance. Il faut peut-être juste sortir de cette logique. Alors c'est la solution de facilité. On me demande de réinventer le modèle. Moi, je sors du modèle. Mais ça peut être une solution aussi. Ce qu'on peut quantifier quand même, c'est le pognon de dingue, pour reprendre cette expression, qu'on consacre aux exonérations de cotisations sociales qui vont en partie à ces emplois. Et donc nous avons montré avec Clément Carbonnier dans l'ouvrage que vous citiez que c'est des exonérations qui ne créent plus d'emplois. Et que donc il faut en mettre toujours plus pour essayer d'obtenir quelques emplois. Et que si on transvasait cet argent des exonérations de cotisations sociales qui sont compensées pour le budget de la sécurité sociale vers la création et le financement direct d'emplois de services aux autres, on pourrait créer beaucoup d'emplois, 1 million d'emplois à peu près sur les 36 millions que l'on pourrait faire d'économie des exonérations sociales. Ça, on peut le mesurer. D'accord, très bien. Donc déjà, on a peut-être une première outil de mesure. On va prendre une question peut-être internaute, alors qui porte sur la question du grand âge. Donc, c'est la dernière grande thématique. Le grand âge est un vrai défi pour la société dans les années à venir. Quel serait, vous l'avez évoqué, la question quels seraient les chantiers prioritaires pour le prochain quinquennat en matière de grand âge? Vous évoquiez justement ce vieillissement, ce mur démographique qui nous attend. C'est inéluctable. La société française va vieillir. Ça serait quoi les grandes priorités justement pour relever ce défi? Je vais faire la même réponse qu'au tout début, déjà en parler. C'est-à-dire que les sujets dont on a parlé là depuis le début, la jeunesse, les personnes en situation de handicap, le grand âge, c'est des sujets, avec le logement et tout un tas d'autres sujets, qui sont quand même globalement absents. Il y a eu un scandale qu'on a présenté pendant des jours comme c'est un scandale d'État, on a un système qui dysfonctionne, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu des propositions un peu solides sur le grand âge? Il n'y en a pas. Alors on va l'évoquer en troisième séquence, mais j'ai pas l'impression qu'il y a... Voilà, est-ce qu'il y a une révolution du système en place? Il n'y en a pas. Il y a 20 ans, au moment de la canicule, il y a presque 20 ans, au moment de la canicule de 2003, on a mis en place la journée de solidarité. En disant, il y a un vrai problème d'accueil des personnes âgées dans notre pays. Oui, de mort sociale. Voilà, c'est pas normal que des gens meurent dans les EHPAD ou chez elles parce qu'elles ne sont pas prises en charge. Donc on fait la journée de solidarité. La journée de solidarité, aujourd'hui, elle continue à avoir lieu. Elle rapporte à peu près 2,5 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on a l'impression que depuis 20 ans, ces 2,5 milliards d'euros ont permis d'améliorer massivement le système?
On n'est pas certain. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin dans les années qui viennent, et même à très court terme, d'investir, et là encore peut-être, de sortir de cette logique qui voudrait que nos personnes âgées, nos parents, nos grands-parents soient accueillis dans des structures où l'objectif premier de la structure, c'est de faire des bénéfices, des profits. Tout comme certaines structures d'accueil de la petite enfance. C'est-à-dire que sans remettre en cause le capitalisme, ce n'est pas du tout le propos, mais il y a un moment où il faut avoir une réflexion en se disant ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'un système où, pour reprendre un exemple qui a circulé il y a quelques semaines, enlever des croûtons dans une soupe, ça permet d'être plus rentable, ça ne peut pas fonctionner. C'est juste pas possible. Donc il faut remettre des moyens, il faut que la puissance publique se réaffirme sur le sujet, notamment du grand âge. Rappelons qu'on a réduit depuis le début du quinquennat d'un peu plus de 25 milliards d'euros les cotisations au travers de ce mécanisme qui est la bascule CSG cotisation. Du coup maintenant vous avez en tant que salarié sur votre fiche de paie une petite ligne disant que grâce à cette mesure, vous avez gagné 73 euros ou je ne sais pas combien de plus de salaire. On peut se féliciter pendant encore 5, 10, 15 ans de la baisse des cotisations. Il faut juste rappeler que la baisse des cotisations, ça veut dire moins d'argent dans les caisses, ça veut dire moins d'action de la puissance publique. Alors qu'il y a des besoins, il y a des besoins très importants sur le grand âge. Je vous dis, la baisse des cotisations, c'est 10 fois la journée de solidarité. Donc si on a besoin de moyens, on doit pouvoir les trouver assez facilement. Et sur le mur démographique dont vous parliez, s'il y a bien un mur qu'on ne pourra pas éviter, c'est celui-là. Celui du réchauffement climatique a l'air de plus en plus dur à éviter. Celui du grand âge, lui, on devrait se le prendre. Donc on peut attendre un nouveau scandale, une nouvelle canicule ou un nouveau scandale dans le privé comme on l'a entendu. On peut aussi prendre un peu les devants. Et de ce point de vue-là, les candidats à la présidentielle sont assez absent. Alors justement, est-ce que par rapport à cette réponse de Pierre Madec et de la nécessité d'avoir une réflexion collective justement pour faire face à ce mur, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais enfin au moins il a l'avantage d'être clair, est-ce qu'à votre avis il faut envisager justement un grand débat national sur cette question du grand âge? Il y a eu des discussions auparavant, mais il y a eu énormément de rapports aussi, donc limite, on sait ce qu'on doit faire. Oui, maintenant. Parce que le débat national, on en a un tous les 7 ans, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, c'est entre 7 et 22 milliards. Si j'ai regardé les montants qui sont nécessaires. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord s'interroger sur l'usage qu'on a de l'argent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un peu d'argent qui est consacré au grand âge, qui consiste à avoir une assurance plus des aides de l'État pour donner de l'argent aux bénéficiaires qui eux-mêmes décident de se payer une EHPAD ou une aide à domicile. Beaucoup de pertes en ligne en faisant ça. On retrouve ce système qui consiste à dire au privé pourquoi vous en occupez pas et je vais vous subventionner pour le faire. Ça donne Orpéade, ça donne ce type de choses. Et là encore, de l'argent, il en faut peut-être plus, mais déjà, optimisons l'argent que l'on consacre. Et au lieu d'aider le privé à faire des bénéfices sur le dos des personnes très âgées, pourquoi ne pas s'en occuper directement? Moi, ça fait une quinzaine d'années que je parle de service public de la petite enfance. On va parler de service public du grand âge. Je pense que c'est indispensable. La différence avec l'environnement, c'est que le grand âge, si on ne le prend pas en charge collectivement, ce seront les familles qui le feront. Et parmi les familles, on le sait très bien, ce sera principalement les femmes qui verront leur carrière rognée en fin de parcours, puisqu'elles devront s'occuper de leurs parents ou de leurs beaux-parents indépendants. Déjà qu'elles ont eu du mal après leur entrée sur le marché du travail au moment de l'arrivée de l'enfant. Donc on le sait que c'est un enjeu d'égalité homme-femme aussi, de prendre en charge collectivement le grand âge. Très bien. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour ces éclairages passionnants. On a pu prendre conscience lors de cette séquence justement des nombreux défis lancés à notre système de protection sociale, mais aussi des pistes qui peuvent être envisagées en matière d'autonomie, de jeunesse, d'accès aux droits ou encore d'attractivité des métiers. Mais au fait, quelles sont les propositions des candidats à la présidence de la République sur ces différents sujets? C'est ce que je vous propose de découvrir lors de notre prochaine séquence. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors?
c'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, Tu peux agir. ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. Alors après avoir évoqué les attentes des acteurs de la solidarité, le modèle social et solidaire renouvelé de l'UNIOPS, après avoir évalué les marges de progression pour notre système de protection sociale, quelles sont les idées de ceux qui entendent diriger notre pays dans les 5 prochaines années? Pour répondre à cette question, j'accueille sur ce plateau Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, qui devient un habitué de notre émission, et Sophie Massieu, voilà, journaliste indépendante, grand témoin, qui va nous apporter une analyse, on va dire, décalée sur les différentes propositions. Une promesse que je ne saurais peut-être pas tenir. Voilà, on va essayer. Je vous lance ce défi-là, en tout cas. Donc, une analyse un peu décalée sur les propositions des candidats. On va essayer d'aller de manière thématique par thématique, c'est ce qu'on a essayé de faire en sollicitant un peu les candidats. Alors peut-être, je vais donner la parole d'abord à Jérôme pour connaître les propositions des candidats en matière de handicap, déjà. Merci Antoine. Peut-être avant, pour que les choses soient claires et que les personnes qui nous suivent soient au courant de la manière dont la séquence a été construite. Tout à fait. On a saisi les 12 candidats assez tôt, au mois de février, avec un questionnaire pour préparer cette séquence. On a eu malheureusement peu de réponses, il faut bien l'avouer. Je remercie les équipes présidentielles qui ont répondu. Pour les autres, on a été un peu piochés, donc c'est un peu d'interprétation dans les programmes qu'ils proposent. Pour revenir sur la thématique répondre vraiment à votre question sur le handicap, on a une forte diversité des propositions avec une absence quasi pour certains et des propositions assez construites pour d'autres. Ce qui est intéressant quand on compare les programmes, c'est de voir la grille de lecture, de construction des propositions sur le handicap. Pour certains et certaines, il y a une concentration sur l'environnement de la personne en situation de handicap, alors que pour d'autres, il y a plutôt une focalisation sur les droits de la personne elle-même en situation de handicap. Il y a néanmoins une sorte de consensus sur certains aspects. Rendre effective l'accessibilité universelle, 17 ans après, je le rappelle, 17 ans après la loi de 2005. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui veut l'inscrire dans la Constitution. C'est également le cas de Fabien Roussel qui souhaite par ailleurs revenir sur la loi Elan. C'est le cas d'Anne Hidalgo, c'est le cas de Yannick Jadot. Yannick Jadot qui d'ailleurs souhaite la création dès le début du quinquennat d'une agence d'accessibilité universelle qui regroupe l'ensemble des acteurs. Anne Hidalgo, pour sa part, elle souhaite lancer rapidement une grande conférence nationale sur le sujet. Et enfin... Alors qu'il y a une conférence nationale qui existe assez mais vous verrez qu'il y a des fois des propositions... On ne va pas commencer par les commentaires. Il y a des fois qu'il y a des propositions qui sont déjà effectives. Un candidat qui propose de monter la hache à 900 €. Je crois qu'elle est à 903, sauf erreur de ma part. D'accord. Donc voilà, bon. Valérie Pécresse, toujours sur l'accessibilité universelle, propose de voter avec les associations une grande loi sur l'accessibilité universelle. Il me semblait qu'il y en avait déjà une, mais pourquoi pas. Et Emmanuel Macron, quant à lui, le candidat Macron, lui propose de focaliser l'accessibilité universelle principalement sur le bâti, le numérique, l'accès à la formation, l'école, la culture et le sport, et d'utiliser les Jeux olympiques, paralympiques de 2024 pour vraiment faire évoluer et renforcer la question d'accessibilité. Autre aspect où il y a consensus, c'est la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap. La question a mal débuté, puisqu'on se rappelle tous des propos début janvier du candidat Éric Zemmour. A contrario, tous les candidats se déclarent bien entendu favorables à une plus forte scolarisation des enfants en situation de handicap.
Jean-Luc Mélenchon propose, lui, la création d'un service public de l'accompagnement des élèves en situation de handicap avec un nouveau corps de fonctionnaires. Emmanuel Macron, lui, propose que chaque enfant en situation de handicap ait un auxiliaire ou une auxiliaire de vie dans les écoles. Valérie Pécresse, elle, veut que la scolarisation en milieu ordinaire soit la règle jusqu'à la fin du collège pour les enfants en situation de handicap. Donc on a une forme de consensus là-dessus. Sur la question des ressources, sans surprise, on a un consensus, sauf le candidat Emmanuel Macron, puisque tous et toutes se déclarent, à l'exception, mais on l'a déjà vu lors du vote de la proposition de loi, tous et toutes se déclarent pour la déconjugalisation, les précédents interlocuteurs l'ont abordé, évoqué, la déconjugalisation du calcul de l'allocation adulte handicapé. Certains même, je pense à Nicolas Dupont-Aignan, à Jean-Luc Mélenchon, à Yannick Jadot, qui proposent même une augmentation de cette allocation. Voilà en gros les grandes lignes. Alors, bien entendu, nous n'aurons pas le temps d'aller ligne par ligne et mesure par mesure, mais on essaie de... Mais c'est bien d'avoir déjà un panorama général, et on s'est rendu compte déjà d'un certain nombre de... Comment pourrait-on dire, Sophie, de contradictions, de contradictions, ou alors de choses qui existent déjà, qu'on veut nous refaire alors qu'elles existent déjà. Voilà. Quand on fait des conférences nationales, c'est qu'on ne sait pas bien quoi inventer pour ne rien faire. Et quand on fait des lois alors qu'on n'applique déjà pas les lois précédentes, c'est pareil, c'est pour occuper le terrain et quand on n'a vraiment pas grand-chose à en dire. Jérôme l'a dit, vous avez envoyé des questionnaires à 12 candidats, voire peut-être même un peu davantage si jamais vous avez écrit en janvier qu'on ne savait pas encore exactement combien ils allaient être. Sauf erreur de ma part, il y a eu 3 réponses. Donc on a trop des doigts d'une main pour répondre. Après, il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui n'ont pas forcément répondu, parce que ce n'est pas forcément les plus mauvais élèves sur le sujet, mais juste observer ça quand même. Décidément, les sujets sociaux ne sont pas les premiers sujets qui sont mis en avant. Les gens qui répondent ou ne répondent pas, ça ne répond pas forcément au clivage droite-gauche, pas plus que les bonnes ou les mauvaises idées d'ailleurs, c'est assez drôle. Et l'autre chose que je voulais dire avant de répondre à votre question sur qu'est-ce que c'est que les mesures en lien avec le handicap, c'est que certains sont tellement obsédés, et là ils sont nombreux, par la réduction des impôts qu'on les voit assez mal prendre en fait des mesures sociales, sauf électoralistes et conjoncturelles, comme quand on arrive à 3 ou 4 semaines de l'élection présidentielle et qu'on est au pouvoir. Ça tombe bien, c'est pratique pour prendre des mesures électoralistes. Donc bon, voilà, c'est quand même assez décevant. Après, sur le fond, pour rebondir plus exactement sur ce que disait Jérôme, effectivement, la déconjugalisation, c'est-à-dire la fin de la prise en compte des revenus du conjoint, c'est vraiment, pour le calcul de l'allocation adulte handicapé, c'est vraiment un point assez commun chez nombre d'entre eux. Donc ça ne mange pas de pain, hein, c'est facile, ça a été un gros sujet du quinquennat. D'abord, ce serait juste, il faudrait que ça se fasse. Bah oui. Et puis voilà, c'est facile de le dire parce que ça... Mais, il y a quand même des candidats qui vont au-delà de ça et qui témoignent. Je veux dire, on peut dire qu'on est contre la prise en compte des revenus du conjoint sans connaître grand-chose au handicap, parce que quand même, ça a été suffisamment mis sur le devant de la scène. Mais il y a des candidats qui témoignent, me semble-t-il, d'une connaissance plus fine des sujets, parce qu'ils évoquent, par exemple, la suppression des barrières d'âge, donc c'est-à-dire avoir les mêmes droits avant ou après 60 ans, en matière et avant et après 75 ans, en matière de compensation du handicap. Donc ça témoigne quand même de quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu mieux. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on trouve chez les uns ou chez les autres, je l'ai trouvé chez un en particulier, de dissocier la prestation de compensation du handicap, le paiement de cette prestation, de l'évaluation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les départements qui à la fois la payent et l'évaluent. Ce qui, effectivement, ce qui n'est pas très logique. Voilà. Donc, il y a quand même certains candidats qui semblent bien connaître le sujet. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jérôme, pour ce qui concerne la jeunesse, c'est-à-dire quelles sont les propositions? Alors on sait que traditionnellement la jeunesse c'est un thème fort des élections présidentielles, hein. Je serai le candidat des jeunes, c'est toujours un thème extrêmement porteur. Est-ce que justement nos candidats, les candidats qui ont répondu ou qui ont mis leurs propositions à disposition sont ambitieux sur ce sujet? Je ne sais pas si c'est traditionnellement un thème fort, mais en ce moment, dans cette campagne-là, c'est un thème qui n'est malheureusement pas encore très présent. Ce qu'on peut dire, on a des propositions qui sont là aussi d'une forte hétérogénéité, avec certains candidats qui lient, en sens lié, la question de la lutte contre la précarité financière des jeunes et la réforme, l'accès au marché du travail, donc la réforme des parcours étudiants. D'autres se concentrent uniquement sur les passerelles entre l'entrée dans le monde du travail,
vers l'entrée dans le monde du travail et oublie, ou en tout cas ne traite pas de la question de la précarité financière. Sur cette question de précarité financière, on a là encore diverses mesures. On a Anne Hidalgo, par exemple, qui propose une dotation de 5 000 € à chaque jeune de 18 ans pour son projet professionnel ou personnel. On a, avec également un minimum jeunesse, on a par ailleurs d'autres propositions. Yannick Jadot qui veut instaurer pour toutes les personnes de plus de 18 ans un revenu moyen de 918 €. 918 € si la personne n'est pas chez ses parents, si elle n'a pas de salaire. Jean-Luc Mélenchon qui porte cette allocation d'autonomie à 1063 €. Valérie Pécresse, elle, qui ne souhaite pas avoir l'extension du RSA aux jeunes et qui propose un revenu jeune actif à 670 € par mois si ces jeunes se mettent dans un parcours d'insertion. Voilà. Donc on a, et par ailleurs, une idée chez Valérie Pécresse d'une banque nationale pour les jeunes pour pouvoir financer leur parcours étudiant. On a par ailleurs Fabien Roussel qui propose la création d'un revenu pour tous les étudiants à 850 €. Ouais. Voilà. Et Jean Lassalle qui propose également un RSA à 1000, qui propose un RSA à tous les jeunes de 18 ans. Je crois que la palme, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est Philippe Poutou qui lui propose un revenu d'autonomie à un niveau de 1800 € net pour tous les jeunes de 16 à 23 ans. Bien. D'accord, très bien. On le voit bien, c'est une espèce de marché aux puces, enfin, c'est juste ridicule. Au fond, je pense que les jeunes, ils n'en ont rien à cirer, simplement, enfin pardon, je m'oublie, ils s'en moquent, simplement, il faut en parler, donc voilà, et donc c'est à chacun qui dira, je mets plus d'argent, je mets plus d'argent, je mets plus d'argent. Enfin, j'avoue que moi, quand j'ai vu les 5 000 € d'Anne Hidalgo à 18 ans, sans distinction de contexte, etc., je me suis dit, mais c'est presque antisocial, enfin, pour moi, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. L'ouverture du RSA aux 18 ans pour en finir avec la minorité sociale, comme on le disait tout à l'heure, Pierre Madec, je crois, le soulignait tout à l'heure, ça c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Fabien Roussel et chez quelques autres. La seule opposition vraiment idéologique, on la trouve évidemment à droite, donc chez Emmanuel Macron, qui est ni de gauche, comme on le sait tous maintenant, ça fait un quinquennat qu'on le voit, on a compris, et chez Valérie Pécresse, qui nous parle aussi, Jérôme ne l'a pas signalé, mais de bourse au mérite. Donc moi je trouve que les clivages gauche-droite, on les retrouve bien là pour le coup, sur la question des jeunes. J'ai noté quelque chose d'intéressant chez Fabien Roussel, qui propose de créer des quotas. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ne lit pas beaucoup, qui propose des quotas d'embauche, qui demande des quotas d'embauche de jeunes de 18 à 25 ans au sein des entreprises. Je ne sais pas si c'est la solution, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, si on veut que les jeunes trouvent un emploi, encore faut-il que les entreprises les accueillent. De même que si on veut que les personnes plus âgées travaillent jusqu'à 65 ans, 70 ans ou 80 ans, encore faut-il que déjà ceux qui ont 60 ans ne se fassent pas virer et conservent un travail. Ouais. Et dernière petite chose que je voulais dire, c'est que j'ai vu aussi, toujours chez Fabien Roussel, mais peut-être que je n'ai pas suffisamment fouillé d'autres programmes, l'histoire de la création d'un service public de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Ce sont aussi des jeunes dont on parle assez peu. J'ai vu assez peu de choses chez les autres candidats. Ça ne veut pas dire que j'ai tout épluché de fond en comble et que j'ai bien fait mon travail, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, cette histoire de revenus, de foire d'empoigne, où chacun met plus d'argent que les autres, et de toute façon, pour le moment, on n'en voit pas le début du premier centime, parce qu'évidemment, on annonce des montants, mais personne ne dit comment ils le financent. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment ça mais les jeunes ne s'y trompent pas, de toute façon. Oui, c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'on a dit sur les 2 premières séquences de l'émission, avec cette nécessité d'avoir une réflexion globale à long terme. C'est effectivement, cette course à l'échalote n'est pas très... il n'y a aucune approche systémique. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une approche peut-être plus systémique pour ce qui concerne justement l'accès au droit, hein, on l'a vu beaucoup avec Pierre Madec nous l'a rappelé, que c'était l'accès au droit, le non-recours, qui était non-recours mais aussi inégalité territoriale pesait lourd dans l'accès au droit. Est-ce qu'il y a est-ce que justement il y a des propositions intéressantes sur ce sujet de la part de nos candidats à la présidence de la République? Il y a 2 manières de traiter l'accès au droit. Il y a la capacité de faire vivre vos droits, l'effectivité de vos droits, qui est à peu près traitée par tous et toutes. Toutes et tous constatent une difficulté administrative, un empilement de législation et un accès difficile au service public, et donc toutes et tous proposent plus ou moins de rapprocher l'accès au droit. Ça, c'est une sorte de consensus. C'est-à-dire rapprocher l'administration des citoyens. Ça, c'est un consensus. Et puis on a quand même 2 candidats qui traitent la question d'une autre manière, qui est aussi intéressante. Valérie Pécresse et surtout Emmanuel Macron. La question, c'est
comment faire valoir, enfin, comment accéder à vos droits et quelles sont les conditions de vos droits. On a chez Valérie Pécresse et particulièrement chez Emmanuel Macron deux propositions qui sont quand même très marquantes, une sorte de dialectique à la fois sur l'automaticité des droits, et Pierre Madec l'a dit tout à l'heure et Bruno Pagny également. On a réussi à le faire sur le prélèvement à la source, ça devrait être possible. Bon. L'idée est séduisante, techniquement c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour y avoir travaillé un petit peu avant, il y a tout un problème d'interopérabilité des systèmes d'information. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique. C'est quelque chose qui est souhaitable, mais qui va nécessiter un travail important. Et puis l'autre proposition quand même du candidat Macron, mais qui est aussi en écho par rapport à ce que je disais précédemment sur les 5 ans précédents, c'est la dialectique devoir-droit. C'est-à-dire que l'accès au droit, c'est aussi et ça a été dit, je crois, par Gabriel Attal, c'est les droits avant les devoirs. Ben oui. Les devoirs avant les droits. Les devoirs ouvrent des droits. Donc on a toute une réflexion. C'est pas dans la philosophie l'État-providence français, ça. Pas du tout. On est vraiment sur une idée de conditionnalité de droits inconditionnel normalement, et de plus en plus. Alors on voit sur la proposition du RSA et l'idée d'avoir 15 à 20 heures d'activité, on le retrouve également. On ne sait pas trop d'ailleurs comment ces heures d'activité pourraient être organisées. On ne sait pas trop, mais ça posera aussi une trappe à bas salaire quelque part aussi, puisque ça va aussi mener peut-être pour les personnes qui ont de bas salaires une concurrence avec d'autres allocataires du RSA. Voilà, on a cette idée-là aussi chez Valérie Pécresse. Vraiment l'idée, on est à un moment où la conception même du modèle de protection sociale est aussi remise en cause par des propositions de ce type, et vraiment l'idée de droit donné par la société d'assistance, et pas d'assistanat, j'insiste, est remis en cause par ce genre de propositions. D'accord, très bien. Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement, Sophie, de cette petite musique qui commence à se développer et à peut-être être remise en question justement de ces fameux droits fondamentaux et droits sociaux de l'État-providence, parce que c'est quand même un bel héritage qui pourrait vaciller. On a quelques candidats qui se réfèrent toujours au programme du Conseil national de la résistance, qui dit à chacun selon ses moyens, enfin chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Exactement. Moi, je trouve que c'est une des plus belles philosophies qui soit. Après, voilà, ça c'est mon opinion. Après, oui, cette petite musique, elle masque des problèmes dont on parle peu. À savoir, mais on l'a dit nous, dont on parle peu à l'UNIOPS, on en parle, et puis Pierre Madec le disait tout à l'heure, ou Bruno Palier, je ne sais plus, sur la question des services publics qui ont disparu de certains endroits où les gens, ça devient très très éloigné pour les gens d'aller dans les services publics, et donc ils n'y vont plus, ils ont du mal à le faire. Et voilà. Et ça crée des tensions d'ailleurs dans la société. Et ça crée des tensions, et du coup, quand enfin ils y arrivent, les travailleurs sociaux qui sont eux-mêmes en sous-effectif peinent à leur répondre. Bon, voilà. Et puis cette dématérialisation, il y a quand même des candidats qui ont bien compris que ça posait des problèmes et qui sont capables de dire précisément, oui, ça pose des problèmes lorsqu'on a un handicap sensoriel. En effet, la moitié des sites, enfin je dis la moitié, c'est pas un chiffre exact, mais nombreux sites demeurent inaccessibles avec un lecteur d'écran, par exemple, pour les déficients visuels, et ne parlons pas des problèmes de langue des signes française pour les personnes sourdes. Et donc ce candidat auquel je pense dit, il y a ça comme problème, et puis il y a l'illettrisme. Donc il y a quand même des candidats qui connaissent le sujet, et c'est un peu toujours les mêmes qui semblent connaître les sujets. Donc moi j'ai l'impression, en lisant les programmes, très franchement, qu'il y en a qui ont bossé et qu'il y en a qui n'ont rien fait, très honnêtement. Et sur l'accès au droit, il y en a qui sont très bien conseillés aussi, peut-être. Peut-être, mais quand je dis qu'ils n'ont rien fait, c'est qu'il y a des bonnes équipes ou des équipes qui soient... voilà, sans même parler du choix des programmes, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Moi, évidemment, j'ai des opinions qui sont les miennes et dont je pense que vous avez déjà pu les percevoir, mais même si on n'est pas forcément d'accord, on sent quand il y a du travail fait. Et il y en a, chez qui, je suis désolée, mais on sent qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réflexion épaisse. Il y a juste de la communication, des slogans, ça on sait faire. D'accord, très bien. Oui, ça je me doute qu'on sait bien faire. On va prendre pour continuer justement dans les sujets, une question internaute de Guillaume, donc, qui rejoint des thématiques qu'on aurait voulu aborder. Donc, c'est une thématique d'ailleurs dont on a déjà parlé en séquence, dans la deuxième séquence. L'attractivité des métiers du social reste toujours problématique. Donc, quelles sont les propositions justement des candidats pour essayer de changer la donne? C'est vraiment
quelque chose qui médiatiquement a occupé les esprits. Est-ce que les candidats se saisissent de cette nécessité de réfléchir à ces métiers du social, de l'accompagnement peut-être, et de s'inscrire dans cette perspective d'investissement peut-être? Je vais reprendre l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure sur les salaires, ou pas les salaires, en tout cas les revenus jeunes. On a dit que c'est une foire, un concours Lépine. Là, on a aussi des chiffres qui sont lancés par les différents candidats, mais pas de mesure, pas de réflexion sur l'attractivité des métiers. On a Jean-Luc Mélenchon qui propose d'avoir au moins 210 000 personnes en plus, professionnels en plus, dans les structures, dans les établissements, pour respecter le ratio minimal d'encadrement. On a le chiffre de 300 000 qui est proposé par Fabien Roussel, et 100 000 aides à domicile. On a d'autres chiffres. Emmanuel Macron qui propose de recruter 50 000 infirmières. On a Nicolas en EHPAD, hein, c'est ça. On a Nicolas Dupont-Aignan qui aimerait avoir un taux d'encadrement supérieur de 25%, à peu près 80 000 postes. Voilà. Mais on n'a pas de réflexion sur l'attractivité des métiers en tant que telle. L'attractivité des métiers, c'est aussi comment on réfléchit. La personne qui a fait la petite je sais pas comment, capsule tout à l'heure parlait de sens. Florence Brault. Il n'y a pas de réflexion sur le sens du métier. Alors peut-être que ce sont des mesures plutôt du domaine législatif et réglementaire, je l'entends, mais à l'heure actuelle, on a une vraie crise des vocations et un vrai besoin pour les professionnels, mais aussi pour les personnes qui sont accueillies et accompagnées, une réflexion sur qu'est-ce qu'être un professionnel du care, du CUR, du care en l'occurrence. Et donc il y a un vrai besoin, il n'y a pas de réflexion sur la formation, sur la qualité de vie au travail, sur les passerelles entre les métiers. Oui, sur les parcours. Hein, sur les parcours professionnels. Sur les parcours professionnels, tout à fait. Et on a juste pour le moment des chiffres qui sont calculés, jetés sur combien on va mettre en plus de professionnels nécessaires. Hein. Je ne vous dis pas le contraire, nécessaires, mais néanmoins, ça me permet pas, ce n'est pas ces chiffres qui vont permettre de renforcer l'attractivité des métiers. Oui, très bien. Juste avant de vous faire réagir, Sophie, justement sur cette question-là, on le sait, et énormément d'écoles de travailleurs sociaux, même d'infirmières, qui, même si on crée les postes, ne pourraient pas recruter parce qu'il y a un défaut de candidats et candidates sur ces postes-là. Justement, cette question du sens et cette question justement du dynamisme des parcours professionnels, c'est vraiment une question vraiment oubliée. Dans les programmes, là, effectivement, elle n'apparaît pas tellement, la question de la formation. On voit pas mal la question de la réduction du temps de travail, notamment chez Jean-Luc Mélenchon ou bien Fabien Roussel. Jean-Luc Mélenchon préconise par exemple la semaine de 32 heures, donc mécaniquement, ça créerait des emplois, puisque voilà. Donc ça, on le voit beaucoup. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est la nécessité de ne pas avoir de gens qui se retrouveraient payés sous le SMIC, ce qui est quand même le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des branches professionnelles où les plus bas salaires sont inférieurs au SMIC et où donc, puisque ce n'est pas légal, on met des primes pour arriver à un montant qui correspond au SMIC. Donc ça, ils sont quand même plusieurs à dire qu'il faut changer quelque chose. Il y a, comment s'appelle son prénom, Nathalie Arthaud, qui propose d'indexer les salaires bon, une fois qu'on les aura augmentés, après de les indexer sur l'inflation pour ne pas avoir de mal à les rattraper. Bon. Mais effectivement, sur les enjeux de formation, d'attractivité réelle, comme vient de le dire Jérôme, je ne peux pas dire mieux, hein, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, même s'il y a eu un rattrapage depuis, parce qu'il y a eu une bronca à juste titre, le Ségur de la santé a causé des dégâts considérables en créant des inégalités incroyables entre les différents professionnels qui exerçaient les mêmes métiers, parfois dans les mêmes structures, mais qui, selon qu'ils accompagnaient des personnes âgées ou handicapées, par exemple, avaient ou n'avaient pas l'augmentation de 183 € net par mois. Ça a créé des tensions incroyables. Aujourd'hui, il faut quand même savoir, c'est pas à l'UNIOPS que je vais l'apprendre, mais il y a peut-être des gens hors UNIOPS, nous écoutent. Il y a quand même des services aujourd'hui qui ferment en partie parce qu'il manque de professionnels qui accompagnent les gens. Oui, tout à fait. Très bien. Dernière question, et pas des moindres, hein, cette question du grand âge. On sait que c'est une demande répétée de l'UNIOPS depuis, alors on ne va plus compter en années, là on va compter en décennies. Quelles sont les propositions des candidats sur cette thématique du grand âge après cette loi qui nous a une fois de plus échappé? Là encore, on est sur des vœux pieux. On est sur des vœux pieux de prendre en charge les personnes âgées, renforcer les EHPAD. Alors, on est en plus sur une crise, on en a parlé tout à l'heure, une crise secteur privé lucratif, lucratif qui fait que aussi les propositions sont un peu biaisées ou indexées là-dessus. On a en effet certains candidats qui proposent l'interdiction du privé lucratif dans ce secteur. On a la volonté d'une création d'un service public du grand âge. Voilà. Mais là encore,
D'autonomie, tout à fait Sophie. Donc on a aussi des promesses d'une future grande loi autonomie. Là aussi on est très friand sur cette loi, ce projet de loi. Mais toujours pas de réflexion sur le fait qu'on a près de 50% de la population qui va dépasser les 60 ans dans les décennies à venir. Oui, tout à fait. Sophie, justement, je vais sur faire cette vite question-là. parce que je sais qu'on est en retard. Moi, prenez votre temps. Je voudrais juste dire qu'on a créé une 5e branche, mais que pour l'instant, personne ne sait réellement qu'on va la financer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à compter de 2024, il y aura 0,15% de la CSG qui lui seront attribués. En dehors de ça, on ne sait pas très bien comment ça va être financé. Et encore une fois, je n'ai peut-être pas épluché de fond en comble tous les programmes, mais moi, je ne vois pas grand-chose là-dessus. D'accord. Très bien. Jérôme, Sophie, je vous remercie. Nous avons pu prendre conscience donc, tout au long de cette émission des propositions de l'UNIOPS, de la nécessité de faire évoluer notre système de protection sociale dans les années à venir. Les propositions des candidats sont nombreuses. Je rajouterai, je n'avais pas prévu de le dire, mais parfois un peu superficielles. En tout cas, elles nous en disent beaucoup sur les intentions politiques des candidats en direction des plus fragiles. Il appartiendra désormais aux spectateurs de décider le 10 avril, aux spectateurs et aux Français en général, pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le modèle social et solidaire renouvelé de l'UNIOPS en vous rendant donc sur notre site. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs et vous signale que notre prochaine émission aura lieu début juillet. En attendant, je vous donne rendez-vous les 13 et 14 mai prochains à Rennes pour le 34e congrès de l'UNIOPS. Un temps fort de mobilisation et d'interpellation à l'aube d'un nouveau quinquennat, ce sera important. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.